Bonsoir à tous. Le quorum étant atteint et il est 20h30, je vais donc ouvrir la séance de ce conseil municipal. Je voudrais dire que M. Faraud a donné procuration à M. Le Godec et que M. Vergès a donné procuration à Mme Chartrain. Je demande à M. Roucaud d'être secrétaire de séance. Avant toute chose, je voudrais que le conseil municipal de Vic observe une minute de silence suite à l'assassinat, à la décapitation d'un professeur d'histoire, M. Samuel Paty, de Conflans-Sainte-Honorine, qui a eu lieu vendredi dernier à 17h15 par un islamiste qui a appliqué ce qui pense être la charia et qui a décapité cet homme au motif qu'il avait pratiqué un cours d'éducation civique consistant à expliquer la liberté d'expression et en montrant certaines caricatures. Donc, je vais vous demander de vous lever en hommage et en respect à M. Samuel Paty. Je vous remercie. Bien, avant de commencer l'ordre du jour de ce conseil municipal, je voudrais indiquer que M. Paul a posé deux questions diverses. Dire que ces questions diverses ont été envoyées samedi et pas sur les adresses qui sont normalement indiquées. Donc rappeler que les questions doivent être envoyées par mail ou par écrit, en tout cas à moi-même et au directeur des services directement. Voilà, et également de manière à pouvoir répondre à cela dans le cadre du règlement intérieur et également répondre à la deuxième question dans le cadre du règlement intérieur. Je vous proposerai une modification du règlement intérieur du conseil municipal qui consiste à préciser que les 48 heures sont 48 heures en termes de jours ouvrés. 48 heures dans le week-end, c'est compliqué pour traiter la question. Et aussi délimiter de manière claire le nombre de signes, espaces compris, d'expression du groupe minoritaire, c'est-à-dire 1500 signes, ce que je vous propose, c'est-à-dire 2 fois ce qui était le cas lors de la mandature précédente où il y avait 750 signes, espaces compris, pour les groupes minoritaires. Voilà. Vous dire également que le dernier enregistrement audio a été mis en ligne sur le site internet de la commune 48 heures après la séance du conseil municipal du 21 septembre, soit le 23 septembre, et que le procès-verbal de ce conseil municipal a été envoyé à tous les membres et le compte-rendu a été affiché le 25/09. Je veux aussi vous dire qu'il est important de bien positionner le micro quand chacun de vous intervient, pour justement que l'enregistrement du conseil municipal soit le plus clair possible pour nos auditeurs. Dire aussi à tous les conseillers municipaux que vous avez dans votre pochette 2 projets de délibération supplémentaires. Donc celui de la vente Abadi Mathieu sur la commune de Vic-Bigorre et également une convention de rupture conventionnelle que nous vous présenterons. Voilà, je voudrais aborder un certain nombre de points préalables suite aux différentes remarques formulées lors du dernier conseil municipal, et remarques qui m'ont assez surprise. La première, sur les documents publiés sur le site internet de la mairie et les remarques relatives aux procès-verbaux. Remarques que je n'ai pas comprises sur le moment, puisque moi-même, j'étais pas du tout à l'origine de cette différence apparente entre différents procès-verbaux. Alors, je veux clarifier les choses. Il y a différentes retranscriptions de nos débats et nos délibérations au conseil municipal. La première, qui est postée et qui est la plus claire, la plus in extenso, c'est tout simplement l'enregistrement audio, donc pour lequel il n'y a
aucune coupure et c'est simplement l'enregistrement in extenso du conseil municipal, donc chacun peut s'en faire une idée très précise. Il y a le procès-verbal qui rend compte mais pas de manière absolument exhaustive, en tout cas pas in extenso, c'est pas exactement les minutes de ce conseil municipal, qui rend compte de nos échanges, de nos débats et des votes selon les différentes délibérations, et celui-là est envoyé à la préfecture. Il est dans les registres de la commune. Et ensuite, il y a une obligation légale d'afficher un compte-rendu. Le compte-rendu, c'est pour chaque délibération, les grandes lignes de cette délibération avec le vote. Point. Donc c'est simplement délibération numéro 2 qui traite de je ne sais quel sujet. On en donne les grandes lignes, on dit voilà, le vote, tant de pour, tant de contre, tant d'abstention, délibération approuvée ou non. Et c'est ça l'obligation légale. Donc il n'y a pas d'autre obligation et c'est comme ça qu'on procédera. Mais de toute façon, le compte-rendu l'écoute absolument telle que les choses se passent est retranscrit sur le site de la municipalité. Voilà, ça c'est pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la nature de chacun des documents et certainement pas de soupçon quant au travail des services de la collectivité. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point qui avait été abordé lors du précédent conseil municipal, sur le tableau des décisions du maire et intitulé des projets de délibération, là c'est un point technique et je vais demander au directeur général des services d'apporter une précision. Alors techniquement, délibération, je vais juste faire un rappel sémantique, c'est l'action de délibérer avec d'autres personnes, c'est-à-dire débattre, discuter, échanger. Cela ne veut pas dire intrinsèquement décider et approuver. Le terme délibération est employé pour tous les sujets qui sont présentés en séance, que ce soit les délibérations à proprement parler, les décisions, les motions, les prises d'actes, comme le tableau des décisions du maire. Donc les intitulés utilisés sont par usage les bons par les services. Voilà. Merci beaucoup. Un autre point, puisqu'il y en avait eu plusieurs qui avaient été soulevés lors du dernier conseil, qui marquait la rupture de la concorde, je vous le rappelle. Il y avait donc la question du marché hebdomadaire avec une sanction qui avait été prise à l'encontre d'un commerçant non sédentaire. Alors effectivement, cette sanction avait été prise à l'issue d'un calendrier précis, mais qu'on n'avait pas en tête, puisqu'on n'avait pas en tête le fait de devoir se défendre de ceci. Je vais demander à la conseillère déléguée en charge du marché de nous expliquer l'ensemble des événements, de ce qui est arrivé, qui nous a conduit à prendre cette sanction. Madame Srensky. Merci. Alors, suite aux dernières remarques lors du conseil municipal du 21 septembre, il me semble nécessaire de vous faire état de la synthèse des problématiques majeures rencontrées sur les marchés Covid-19 qui ont été maintenus pendant le confinement et dont les prescriptions ont été appliquées jusqu'à ce jour puisque la situation sanitaire l'exige. Le 4 avril 2020, M. Vignolo et Mme Castello reviennent sur le marché. Mme Parzani refuse, prétextant qu'elle vendra mieux chez elle, et de plus elle signale qu'elle ne trouve pas de gants à la taille de son mari. Le 11 avril 2020, M. Balou revient. On lui attribue un emplacement qui n'est pas le sien, puisqu'occupé par un autre commerçant présent depuis le début des marchés Covid-19, le 25 mars. Les emplacements antérieurs au 25 ne sont plus actifs. Le positionnement du marché a été revu dans sa totalité suite au décret 2020-293 du 23 mars et à l'état d'urgence sanitaire. Le 18 avril 2020, Mme Parzani, pourtant absente, refuse que M. Balou reste sur son emplacement et le revendique haut et fort, malgré nos explications concernant le protocole Covid-19. Elle refuse que sa place soit prise par un autre commerçant. Pourtant, sa place ne lui appartenait plus puisque remaniement du marché. Pour éviter tout conflit, nous avons déplacé M. Baloup. Le 16 mai, pour les besoins de l'application du protocole Covid-19, nous avons dû déplacer les horticulteurs maraîchers aux allées-offres. Retour de Mme Parzani ce jour. Problème avec M. Vignolo qui s'installe sous la halle sans autorisation et dans l'irrespect des consignes du Covid. Le 23 mai 2020, M. Dumestre revient sur le marché, refuse de se placer à l'endroit initialement prévu et refuse de se plier au protocole Covid-19.
Le 6 juin, gros problème avec la couscousserie Hicham, déplacement de la gendarmerie, main courante déposée ce jour même, numéro 15306/902, numéro 15306/93, numéro 15306/914. Rapport d'information numéro 3. Courrier délégué syndical et secrétaire général des marchés de France. 13 juin 2020, problème avec Mme Parzani qui fait le tour de tous les commerçants pour leur faire part de son mécontentement suite à la disposition Covid-19 du marché. Elle organise après le marché une réunion au bar Le Familia où seulement 5 commerçants ont écouté ses doléances. Le 20 juin, problème avec Mme Parzani qui continue, malgré nos avertissements verbaux, à vouloir rallier un maximum de commerçants afin de préparer une mutinerie contre la municipalité. Une fois de plus, elle fait fi du protocole Covid-19. 27 juin 2020, Mme Parzani est reçue par M. le maire qui lui explique le fonctionnement du marché avec les règles sanitaires strictes qui nous sont imposées. M. le maire lui propose même, pour éviter que le conflit ne dégénère, une place sous la halle pour la vente de ses fruits et légumes. Mme Parzani refuse. Le 25 juin 2020, Mme Parzani dépose dans les commerces vicois une pétition. Cette pétition a été présentée en porte-à-porte aux riverains vicois. Cette pétition est montrée sur le marché de Tarbes où elle est interpellée par le président des marchés de France, M. Alvarez, qui lui demande de cesser ses troubles et que son action était contre-productive. M. Alvarez contacte M. le maire pour lui signifier son soutien et qu'en aucune façon il ne cautionnait l'attitude de Mme Parzani. Malgré les nombreuses conversations téléphoniques avec l'élu en charge du marché, Mme Parzani n'a jamais voulu entendre la voix de la raison et a continué ses troubles à l'ordre public sur le marché en haranguant les clients qui venaient faire leur marché. Certains se sont même plaints au placé et à l'élu en charge du marché qu'ils préféraient éviter les allées-joffres. 25 juillet 2020. Malgré les avertissements verbaux, malgré le refus de rencontrer M. le maire à la demande de ce dernier, malgré le refus d'entendre les conseils et avertissements de certains commerçants qui lui demandaient de cesser ses troubles, Mme Parzani essaie d'organiser une manifestation. Suite à cette attitude totalement disproportionnée et néfaste, nous avons pris une sanction justifiée et proportionnée face à ces désagréments occasionnés par cette commerçante sur notre marché pendant les mois de juin et juillet 2020. Exclusion temporaire de 3 samedis. La sanction a été effectuée, retour de Mme Parzani le 22 août, et à ce jour, aucun problème majeur n'est à relever avec cette commerçante. Merci beaucoup, Madame Askrinsky. J'espère que le calendrier est clair pour tout le monde et que vous avez vu que c'est après de longues semaines de discussions, de concertations, d'invitations à discuter qui parfois ont été refusées, que la sanction a été finalement prise. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Autre point préalable avant le début de l'ordre du jour de ce conseil municipal, je souhaiterais agir sur le tract de l'opposition, parce que désormais l'opposition a un tract contre la majorité, ce qui est tout à fait son droit. Néanmoins, ce tract est tout à fait calomnieux, notamment sur un point. Et je veux parler des véhicules de service et de fonction. Le directeur général des services m'a fait la demande d'évolution dans sa carrière pour justement avoir un véhicule de fonction, ce que j'ai accepté, parce que j'ai trouvé qu'il n'avait en aucun point démérité, bien au contraire, et notamment pendant la situation du Covid. Ça s'est passé dans le cadre du renouvellement des véhicules. Il y avait 2 véhicules à renouveler. Nous avons choisi des Peugeot 3008 hybrides. Pourquoi ? Parce que c'était une façon de pouvoir avoir des véhicules polyvalents et de rester dans cette volonté de souci de l'environnement, puisque nos 2 dernières acquisitions étaient des voitures complètement électriques, des Renault Zoé. Simplement, on s'est aperçu que les Renault Zoé étaient relativement chers, puisque c'était 20 ou 22 000 euros d'achat, plus une location de 140 euros par mois, hors taxe pour les batteries. L'offre qui a été faite sur ces 3008 hybrides est de 300 euros hors taxe, maintenance compris, sans aucun apport, puisque avec la prime à la casse avant le 31 juillet et le bonus environnemental, il n'y avait aucun apport à faire. Donc en réalité, ces voitures coûtent 300 euros hors taxe par mois, maintenance comprise, alors que les Renault Zoé sont l'équivalent de 470 euros par mois, maintenance comprise. Pour vous dire que c'est un véhicule qui a l'air plus important, mais qui en réalité coûte 30% moins cher. Donc, en aucun cas, la commune n'a déboursé de l'argent au début et n'a certainement pas dépensé 100 000 euros. C'est une pure calomnie.
En même temps, c'est bien de ne pas vérifier, de calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et quand en fait on se fiche de toute considération morale et de toute vérité dans ses propos, il vaut mieux y aller, il en restera toujours quelque chose, on tape, et on espère qu'à la fin on récolter quelque chose. Donc je vous félicite pour cette vérification et l'honnêteté que vous mettez dans la rédaction de votre document. Bon, ces choses ayant été dites, on va commencer l'ordre du jour avec le point 0 sur un point d'information. Point d'information d'abord sur les fêtes de Vic. Compte tenu de la situation Covid, les fêtes ne seront pas les plus joyeuses qu'on ait connues, puisque à ce stade, la soirée du vendredi avec l'animation par l'indépendante et l'apéritif sous la halle est annulée. Le bal, évidemment, comme vous pouvez y penser, du samedi 9 novembre est annulé également. La boum des enfants du mercredi, qui aurait eu lieu le mercredi 13 novembre, est également annulée. Et les événements du samedi et du dimanche, y compris le thé dansant, sont aussi annulés. Devrait être maintenue la cérémonie du 11 novembre, qui ne fait pas directement partie des fêtes, mais qui est une cérémonie patriotique. Néanmoins, on attend un certain nombre... il est possible qu'on nous interdise même d'organiser les cérémonies du 1er et du 11 novembre. On fera comme le gouvernement nous le demande. Une bonne nouvelle, néanmoins, c'est l'allocation de ce qu'était l'ancienne trésorerie de Vic à une entreprise qui s'appelle Citel, et qui est basée à Tarbes, notamment à Tarbes, doit être à Haussin, justement à côté de la communauté de communes de la métropole, de l'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, qui va intégrer ce bâtiment à partir de la semaine prochaine, qui va donc nous le louer jusqu'en mars 2021, donc justement dans le cadre du Covid. Il faut qu'ils puissent développer leur bureau. Donc pour un loyer qui était le loyer précédemment payé par la trésorerie, donc 900 € mensuels. Et donc il y aura, puisque ce sont des téléopérateurs qui vont travailler, et donc il y aura une trentaine de personnes qui vont travailler avec des gens qui seront recrutés sur le territoire. Alors combien seront transformés, combien seront recrutés, je ne peux pas vous le dire à ce stade, mais en tout cas ça sera quelque chose de positif pour l'emploi local. Vous dire également qu'un sondage en ce qui concerne l'aménagement de la rue de Rabastens a été mis en ligne le 8 octobre dernier. On a eu une petite quarantaine de réponses à ce jour. Que le questionnaire en porte-à-porte est porté aux riverains de la rue. Alors on ne peut pas tous les voir, discuter avec eux. Il faudra probablement organiser également une réunion collective. En tout cas, on se tient à la disposition des uns et des autres pour toute remarque. On prévoit cette consultation jusqu'à quasiment la fin du mois d'octobre. On analysera les réponses début novembre et on lancera un plan d'action et une prise de décision pour la fin de l'année. L'idée, c'est est-ce qu'on continue d'avoir des places de stationnement mais qui font que les voitures doivent traverser la ligne discontinue ou est-ce qu'on arrive à avoir une ligne blanche et l'interdiction de traverser mais sans place de stationnement. Voilà, c'est un petit peu les deux options qui sont retenues avec une limite à 30 km/h. On a consulté également les services de la DDT sur les aspects sécuritaires pour avoir un éclairage complet. Également un point sur les travaux. Donc le busage du chemin de la Grande Prairie aura lieu fin octobre, suite aux inondations de décembre. On a également les travaux Place Verdun qui commencent cette semaine, pendant la Toussaint pour occasionner qui ont commencé cette semaine aujourd'hui, donc pour occasionner le moins de gêne possible, avec donc les poses de dalles Ecomousse. Voilà. Donc là, le surplus, il n'y aura pas de surplus sur le marché initial, qui était un marché initial de 204 000 €. Et également, semaine 45 à 51, donc novembre et décembre, plusieurs travaux de voirie vont être entrepris. La rue Eugène Thénault, avec un aménagement tout particulier. La rue Barrère de Vieuxac. Et là, pour un coût de 162 000 € pour les deux, mais avec les travaux concernant les réseaux d'assainissement. Également, route de Pau, en semaine 47 à 49, suite au dossier catastrophe naturelle, avec pose des caniveaux, bordure, réseau d'assainissement pour trottoir, pour un coût de
48 000 euros. Voilà pour ces points d'information sur la vie de la municipalité. Point numéro 1, approbation du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point 1.1, donc c'est la modification du règlement du conseil municipal que je vous demande d'adopter. Donc c'est d'abord préciser que pour les 48 heures avant l'envoi des questions, il s'agit de jours ouvrés. Et puis également donner une limite pour une limite claire sur de 1500 signes espaces compris à l'espace dans le Vicois d'expression de l'opposition. Monsieur Paul. Oui, concernant la première partie, à savoir les jours ouvrés, je pense aussi qu'il est marqué que nous avons un délai pour obtenir les documents. On a reçu les invitations, les convocations le mardi soir à 17h. Ça fait mercredi, jeudi, vendredi, on n'a eu que 3 jours, donc fatalement, c'était compliqué de les mettre 48 heures avant, compte tenu du fait. Vous pouvez vérifier, nous avons reçu à 17h, enfin 16h51 précisément. Donc ça ne fait que le mercredi, le jeudi et le vendredi. Ça nous paraît compliqué de soumettre des questions pour le lundi en jour ouvré 48 heures avant. Voilà. Ça c'est la première chose. Et quant au nombre de signes, nous avions voté à l'unanimité 1 page pour l'opposition. Je vois que vous revenez sur des décisions votées à l'unanimité. C'est pour dire à quel point vous respectez la démocratie locale. Merci. Je respecte la fin de la concorde que vous avez appelée de vos vœux. Sur la question de la convocation au conseil municipal, on a respecté les délais officiels. Monsieur Constantin, est-ce que vous pouvez nous rappeler les délais légaux? Oui. En fait, par rapport au Code général des collectivités, c'est 5 jours francs. Donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc lundi, c'est la séance. Les 5 jours francs ont été respectés et ça, c'est le Code général des collectivités. On ne parle pas de jours ouvrés ni de jours ouvrables. C'est 5 jours francs. Merci. Donc je vais soumettre ces 2 points d'une modification du règlement intérieur. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point adopté à l'unanimité. Alors, point numéro 2 sur les décisions du maire. Alors, donc, nous avons exercé notre droit de préemption sur le foyer Saint-Martin, association diocésaine Tarbes-Lourdes, c'est-à-dire sur le bâtiment qui est sur la place Corfran-Pommiès et qui pourrait être un bâtiment stratégique pour nous. Nous avons souscrit un emprunt comme il était convenu à moyen terme de 300 000 euros, engagé des travaux du canal pour 2 304 euros. Et puis quelques travaux sur la forêt pour 23 272 euros. Bien, pour le point suivant, je vais donner la parole à Monsieur Roucault. Il est proposé au conseil municipal de décider de renouveler la convention d'adhésion au service retraite du Centre de gestion des Hautes-Pyrénées pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à cette opération. Y a-t-il des questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 4, il s'agit de délibérer sur la subvention complémentaire au comité des œuvres sociales. Alors vous vous souvenez, on avait initié ça, je crois que c'était l'année dernière, sur justement le fait de donner une subvention à ce comité pour qu'il puisse y avoir une subvention de 6 000 euros, là pour l'année 2020, ce que je vous propose, pour que ça puisse bénéficier aux agents et subventions pour des tickets qu'ils dépenseront dans les commerces vicois pour les cadeaux de Noël. Je ne sais pas si j'ai été très clair, j'ai un peu bafouillé. Des questions?
Les oppositions? Les abstentions? Je vous remercie. Point numéro 5, il s'agit d'une délibération concernant les coupes de bois. Je donne la parole à Monsieur Abadi. Oui, les services de l'ONF ont étudié pour la commune le programme d'assiette des coupes forestières pour l'année 2021 à l'appui du document d'aménagement forestier 2010-2030 et en fonction de l'avancée de la régénération des peuplements, des travaux associés et de l'accessibilité des parcelles. Il est ainsi proposé, selon les parcelles, à des opérations de martelage pour vente et affouage. Ces opérations se dérouleront selon le programme suivant. Donc le massif du Marmajou, les parcelles 22 et 2 sont prévues en 2021 et seront exploitées en 2021. Il y aura 500 mètres cubes d'affouage et 140 mètres cubes de vente de bois sur pied. Les autres parcelles, la 10, la 1 et la 3, seront exploitées plus tard et seront seulement de l'affouage. Il y aura 120 mètres cubes. Le massif de Peyreblanc, la parcelle numéro 33 sera exploitée en 2021 et il y aura environ 80 mètres cubes de vente de bois sur pied. Les autres parcelles 49, 25, 27 et 28 seront exploitées respectivement en 2025 et ça sera pour la première, la 49, 10 mètres cubes d'affouage et pour le reste 310 mètres cubes de vente de bois sur pied. Enfin, la dernière, au temps d'arrêt, la parcelle 45 sera exploitée en 2021 et le volume attendu est 270 mètres cubes de vente de bois sur pied. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ces assiettes de coupe? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, point numéro 6, sur les coupes affouagères 2020-2021. Monsieur Abadi. Alors, les coupes affouagères 2020-2021. Les services de l'Office national des forêts ont étudié le programme d'assiette des coupes affouagères pour l'année 2020-2021. La coupe portera sur les massifs du Marmajou, parcelles 6 et 22, et sur le massif de Peyreblanc, parcelle numéro 32. Le nombre de lots sera d'environ une centaine. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de maintenir le prix du lot évalué à 6 terres à 60 € et de déterminer 3 garants pour s'assurer du bon déroulement de la coupe. Monsieur le maire, moi-même et monsieur Sarrazin. Le tirage au sort se déroulera probablement au mois de janvier 2021. Merci beaucoup. Des questions sur les coupes affouagères? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point adopté à l'unanimité. Point numéro 7 sur l'autorisation de chasse en forêt communale. Ouais, donc, la prolifération des cervidés dans les massifs communaux, et plus particulièrement dans celui du Marmajou, rend nécessaire une opération de régulation au regard des attaques de ces animaux sur les plans en génération naturelle et artificielle, et pour lesquels la commune a une obligation de résultat sur le reboisement. Compte tenu de l'engagement pris par les dirigeants de la société de chasse Saint-Hubert Club Vicois de mener une action de régulation des cervidés, il est proposé de renouveler l'autorisation qui leur avait été accordée précédemment aux mêmes conditions, à savoir l'autorisation sera exclusivement à la Saint-Hubert et ses adhérents. La liste des parcelles concernées sera annexée à l'autorisation. Le droit de chasse concernera le petit et le grand gibier et les nuisibles, et l'autorisation sera délivrée pour une période de 5 ans. Merci beaucoup. Des questions sur les autorisations de chasse? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point suivant, point numéro 8, il s'agit de la participation au Fonds de solidarité logement, donc comme on le fait chaque année, et là c'est pour une somme de 1 762,92 €, donc qui sera versée à la CAF des Hautes-Pyrénées. Est-ce que vous avez des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 9. Alors là, il s'agit
d'un projet de délibération, une décision modificative du budget, mais qui est uniquement d'ordre technique. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de commission des finances. Et c'est pour ça que je ne vais pas présenter moi-même cette délibération. Et puisqu'elle est purement d'ordre technique, je vais laisser le directeur des services la présenter et en justifier les motivations. Alors, il s'agit d'imputer des recettes qui ont été supplémentaires. Donc, vous voyez dans le tableau que vous avez eu, donc un montant de recettes en augmentation de crédit de 21 700 qui se départage en deux montants distincts. 20 800 concernant donc des recettes supplémentaires par rapport à la vente de coupe de bois et 900 € concernant des produits de service, produits exceptionnels divers qui concernent la régularisation de remboursement, donc EDF, c'est du trop perçu sur facture. Et donc, par rapport à ces recettes supplémentaires, il est proposé de les réaffecter en investissement. Donc, vous voyez sur la deuxième partie du tableau, donc on quitte la section de fonctionnement pour regarder la section d'investissement. Donc, vous voyez le virement de la section de fonctionnement 21 200 qui correspond donc à la recette de fonctionnement que vous avez plus haut. Et l'imputation qui est faite en dépenses d'investissement concerne les travaux forestiers, 30 400, et les travaux de bâtiments communaux, 1500. Ce qui fait un montant total de 31 900 en termes de dépenses d'investissement supplémentaires, donc compensé par le virement de la section de fonctionnement en investissement, et par aussi un ajustement concernant deux opérations, deux ajustements mineurs, concernant l'opération 113 réfection de l'église et l'opération 600 base de loisirs. Donc ces ajustements portent à 10 700 €, donc la diminution de crédit en investissement, plus les 21 200 en augmentation de crédit en recettes d'investissement. On a bien donc un ajustement et un équilibrage de 42 900 € concernant cette décision modificative numéro 2. En fait, c'est une retranscription comptable de recettes supplémentaires en dépenses d'investissement. Y a-t-il des questions? C'est purement d'ordre technique. Oui, monsieur Michelon. Monsieur le maire, ce n'est pas une question technique. Allez-y, allez-y. Je me demande si on va continuer à travailler longtemps de cette manière-là. Exemple, cette commission, cette délibération sur le plan financier. La dernière fois, pour le même ordre du jour, on a eu une commission. On n'en a eu qu'une pour l'instant, commission des finances. Aujourd'hui, on voit très bien quand même que c'est un dossier technique qui n'est pas si évident que ça et qu'on doit traiter de façon extrêmement emballée dans un conseil municipal. Véritablement, vous nous avez fait une information de départ, au fond, sur les problèmes d'interprétation de l'information, de compréhension de l'information, de clarté de la communication. Mais sachez que vous en avez en grande partie la responsabilité. Il faut qu'on travaille vraiment très différemment pour que la démocratie, elle fonctionne bien et qu'effectivement les commissions jouent leur rôle de préparer les délibérations du conseil municipal. Enfin, je ne vois pas comment on va pouvoir continuer à avancer sur une telle méthode. Merci. D'autres remarques? Très bien. Donc sur ce point qui est purement technique, s'il y a des gens qui ont des questions sur le fond, n'hésitez pas. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Point suivant. Alors là, qui relève aussi, c'est une délibération que nous avions déjà votée en décembre 2019, mais il y a sur une cession à la commune de parcelles cadastrées, mais il y avait une imprécision sur le nom et le prénom des différents protagonistes. Et donc je vous demande de revoter cette délibération, car la parcelle appartient à monsieur et madame Mathieu Abadi. Avant, on avait voté avec une délibération qui était... monsieur Constantin, vous en souvenez?
demander à Madame Chartrain d'intervenir sur ce sujet. Oui, ces parcelles se situent au sud-est de Vic. Elles appartiennent il y a deux parcelles. L'une appartient à M. Abadi Mathieu, madame, et l'autre à M. Lafourcade. Voilà. Donc, pour permettre l'alignement de la voie, ils nous ont proposé de nous céder ces deux parcelles pour l'euro symbolique. Voilà, simplement. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Dernier point de l'ordre du jour. Il s'agit du vote de la convention d'une rupture conventionnelle. Et je donne la parole à Monsieur Roucaud. Un agent a fait une demande de rupture conventionnelle. Un dispositif mis en place à titre expérimental entre 2020 et 2025 permet à un agent d'en faire la demande. L'agent concerné est Philippe Granja, affecté notamment au service des archives. Il en a fait la demande à titre professionnel et à titre personnel. Je vous propose d'approuver le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle à hauteur de 37 792,26 € et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette procédure et à entreprendre toutes les démarches nécessaires. Y a-t-il des questions sur cette demande de rupture conventionnelle? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Bien, donc sur les deux questions diverses posées par M. Paul, la première donc concernait l'expression dans le journal de Vicois, donc ça a été réglé par le changement du règlement intérieur de la commune, puisque maintenant donc, ce sera clairement 1500 signes. Voilà, et donc bien sûr, si on publie le Vicois dans le site internet ou dans le Facebook, ces 1500 signes, ils seront. Oui, Monsieur Paul, vas-y. Non, juste une chose, c'est pas une question posée par Monsieur Paul, mais une question par le groupe d'opposition. Nous avons co-signé les 5. D'accord, pardon. Alors une question du groupe minoritaire. Voilà. Et la seconde question concerne aussi les véhicules, les 23008, sur lesquels je me suis déjà exprimé sur le prix et sur le fait qu'il ne s'agit en aucun cas de véhicules haut de gamme, comme c'est précisé, en tout cas pas pour les finances de la commune. Il vous sera fait une réponse par écrit sur ces points. Allez-y. Vous avez évoqué ici un véhicule de fonction pour le directeur général des services. Or, l'article est bien précis sur lequel une commune de moins de 5000 habitants n'a pas le droit pour le DGS en termes de voiture de fonction. Or, c'était le seul cas qui a été évoqué en termes de voiture de fonction. Quant à vous, la voiture, on était parti sur une voiture de service. On n'était pas parti sur une voiture de fonction pour le maire et les adjoints. C'est une voiture de service. Or, aujourd'hui, vous la transformez en voiture de fonction. Et nous, on aimerait quand même ces éclaircissements. Les questions sur la question, elle est précise. On vous demande des éclaircissements sur les fonctionnements. On vous avait demandé au dernier conseil municipal de nous faire passer le bon de commande, le contrat signé. On vous l'avait demandé, on ne l'a toujours pas aujourd'hui. Donc on reformulera par écrit toutes les demandes de façon à ce qu'on ait tous les éléments concernant ces véhicules. Très bien. Vous aurez une réponse par écrit. Pour ma part, je n'utilise plus ce véhicule parce qu'à partir du moment où je me fais prendre en photo pour savoir où je vais, je considère que ça devient extrêmement problématique quant au climat. Et sachez qu'à partir du moment où vous avez écrit n'importe quoi sur un document en calomniant les choses, en écrivant des chiffres que vous n'avez pas vérifiés, je n'apporte aucun crédit à votre parole sur ce sujet. Je vous remercie. Le conseil municipal est clos.